Organisé par la librairie Ombre Blanche, l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis, le festival L'Histoire à venir avait pour thème cette 7e édition au nom de la loi et se tenait en divers lieux de Toulouse du 22 au 26 mai 2024. Vendredi 24 mai, la librairie Ombre Blanche accueillait une rencontre autour des 10 ans de la collection Anthropocène des éditions du Seuil et de la naissance de la collection Écocène, animée par son directeur Christophe Bonneuil. En présence des auteurs et autrices de la collection, l'économiste Geneviève Azam, membre du conseil scientifique de l'organisation altermondialiste Attaque France, du philosophe Aurélien Berland, de l'historien des sciences, des techniques et de l'environnement Jean-Baptiste Fressoz et de Célia Isouard, traductrice et journaliste à Reporter. Merci Adeline, merci au festival, merci à Ombre Blanche de nous permettre de nous auto-célébrer ou de nous auto-critiquer pour les 10 ans de la collection. Ça fait 10 ans, ça fait 46 livres qui sont sortis dans la collection Anthropocène. On a fêté ça à Paris au mois de janvier et on continue aujourd'hui. Le démarrage de la collection, c'est au début des années 2010 où le Seuil avait plus de politique éditoriale dans ce domaine-là, alors que dans les années 70, il y avait eu tout un héritage des pensées écolo au Seuil, avec Yvan Litch, André Gortz, Edgar Morin et René Dumont notamment, ou le livre de la CFDT qui était publié en 75 et qui s'appelait Les dégâts du progrès, qui était aussi un livre important dans les années post-68. Donc le Seuil a décidé de relancer une collection pour donner à voir notre situation planétaire. Et je me suis amusé à compter un petit peu dans les 46 livres, un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu comme livre pour voir un peu les choix qui ont été faits. En gros, il y a eu 6 livres qui ont été écrits par des scientifiques ou des ingénieurs. Donc il y a derrière ça la volonté d'alerter, d'expliquer l'état de la planète, et aussi souvent des ingénieurs ou des scientifiques critiques sur les solutions techniques vertes qui nous sont proposées par les élites dirigeantes. Il y a 8 livres qui sont issus d'une thèse de doctorat et 3 d'une thèse d'HDR, d'habilitation à diriger des recherches. Donc là, derrière ça, il y a le choix de faire de cette collection un vivier du renouvellement des sciences humaines et sociales, de l'écologisation des sciences humaines et sociales, de faire admettre dans les milieux universitaires qu'on ne peut plus comprendre les grandes questions des sciences sociales, le devenir des sociétés, l'État, le pouvoir, les inégalités, si on ne s'intéresse pas à l'enchevêtrement des dynamiques humaines et des dynamiques plus qu'humaines. Donc en gros, participer à l'essor des humanités environnementales dans le champ universitaire, il y a cette dimension-là. Il y a aussi 2 livres qui sont des BD où il y a des planches de Alessandro Pignocchi, où là, justement, c'est un peu l'inverse du point précédent. C'est un peu pousser les murs d'une collection qui était assez intello. Il y a 7 traductions d'auteurs et d'autrices étrangers. Donc là, il y a l'idée de s'approprier, de faire connaître en France des grands travaux à l'échelle internationale. Et puis, il y a 6 livres, souvent collectifs, qui ont accompagné une association, un mouvement. Donc des livres qui essayent de participer à un mouvement, une lutte, un réseau d'alternatives, que ça soit Rob Hopkins avec un nouveau droit avec Il change le monde, un nouveau droit pour la terre de Valérie Cabanès, Crime Climatique Stop qui était fait au moment de la COP avec Geneviève en 2015 avec Attaque et 350.org, Reprendre la terre aux machines, qui est un livre collectif de l'atelier paysan, Greenwashing avec plein d'auteurs et d'autrices toulousaines et toulousains, dont certaines sont dans la salle, et qui était co-dirigé par Aurélien et Lortelière. Et puis, au printemps dernier, au moment où notre cher ministre de l'Intérieur voulait dissoudre les soulèvements de la Terre,
en urgence, on a sorti le livre qui s'appelle « On ne dissout pas un soulèvement » avec une quarantaine d'auteurs ou d'autrices qui étaient à la fois soit un télo universitaire, académique, d'Escola, etc., soit des activistes, parfois sous pseudo. Et donc, c'était pas un livre d'un télo qui soutiennent la lutte, c'était un livre où il y avait des activistes et des intellos qui se reconnaissaient dans la lutte, qui assumaient d'en être partie prenante et pas juste en soutien avec une pétition. Donc voilà un petit peu pour les équilibres tels que moi je les vois de ces 10 dernières années de la collection. Et puis on a donc réuni aujourd'hui quelques autrices et auteurs qui ont nourri la collection depuis 10 ans pour parler de ce que vous pensez avoir apporté à cette collection avec vos livres, vos travaux, ou de comment vous l'apercevez, ou de la question un peu générale qui était posée dans l'introduction sur le programme du festival. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans les idées et les pensées écolo par rapport à ce qu'était le chant il y a 10 ans ? Donc on a Geneviève Hazan qui est autrice du livre qui s'appelle Lettre à la Terre, Célia Izoard qui est autrice du dernier livre de la collection avec celui de Jean-Baptiste, La ruée minaire au XXIe siècle, Jean-Baptiste Fressoz qui est auteur de Sans transition, qui va parler tout à l'heure à 14h30, et avec qui on avait écrit le premier livre de la collection, donc, qui s'appelait L'événement Anthropocène, et Aurélien Berland, qui a co-dirigé le livre Greenwashing, dont je viens de parler. Alors, de mon côté, moi, je dirais quelques mots sur ce qui, à mon avis, s'est pensé et élaboré d'un peu neuf dans les 10 dernières années, dans les pensées écologiques et auxquelles éventuellement la collection Anthropocène a participé, mais en fait c'est un mouvement beaucoup plus large. Il y avait Actes Sud, sa collection Domaine du possible, il y avait Wild Project qui a fait beaucoup de traductions dans les années 2010 de travaux anglophones qui ont été amenés en France. Il y a eu les éditions Cambourakis, avec beaucoup de livres écoféministes importants qui sont sortis. Dehors, Amsterdam, La lenteur. Enfin voilà, il y a eu... c'est ça que je trouve marrant. Le premier point que j'aurais envie de dire, c'est que autant l'écologie institutionnelle, les politiques publiques n'ont quasiment pas avancé, on fait du surplace depuis les années 2010, autant il y a eu un bouillonnement du côté des luttes, les ZAD, etc., des alternatives, et du côté des pensées, du monde éditorial, des revues, etc. Donc il y a une sorte de paradoxe. La transition n'a pas commencé, nos élites n'ont pas changé de logiciel, mais ça bouillonne de partout dans les luttes et dans les têtes de beaucoup de gens. Et il suffit de voir le soutien de notre présidente de région à l'A69 pour avoir le sentiment que nos élites sont encore dans le monde d'avant, alors que nous, on est déjà ailleurs et on ne comprend pas ce qui se passe dans ce décalage, quoi. Peut-être le deuxième fil que je pourrais tirer, c'est que la collection a mis en avant des pensées d'une écologie terrestre, terrestrialisée, de faire atterrir l'écologie, et je peux dire ça en quelques mots, en l'opposant peut-être à la montée de la question globale, agir localement, pensée globale des années 70, à l'appellation planétaire, qui a été beaucoup mise en avant par les sciences du système Terre, Dipesh Chakrabarty, des penseurs de ce type-là, Spivak également. Alors pourquoi on se revendique plutôt d'une écologie terrestre que d'une écologie globale ou planétaire ? C'est quoi la différence ? Je dirais premièrement, il y a le sentiment d'interdépendance et de fragilité planétaire. Donc on adhère à tout le constat fait par les sciences du système Terre sur tous les dérèglements, les indicateurs, les limites planétaires qui sont dépassées, etc., etc. Mais on a envie de les voir pas depuis le ciel, pas de nulle part, avec une vision globale, technocratique, avec des chiffres, des courbes, etc., mais aussi de les voir depuis les milieux de vie, depuis les vivants, depuis les dominés. Donc on adhère à cette dimension planétaire, mais sans prendre les lunettes technocratiques
des grands savants du GIEC, des sciences du système Terre, etc., pour notamment décoloniser le regard sur les questions environnementales. Donc l'ouvrage de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale, a été important de ce point de vue-là, c'est de dire oui, on est dans la tempête, mais on n'est pas tous dans le même bateau, hein, et de penser ces questions-là depuis l'héritage de l'esclavage, depuis les dominés, depuis la pensée décoloniale. Donc voilà, il y a ce refus, à partir du constat du dérèglement planétaire, de s'aligner sur une pensée globale, technocratique, qui conduirait à des solutions, disons, autoritaires planétaires. Que ça soit des marchés qui sont censés tout résoudre avec un marché du carbone et qui met en équivalence tous les lieux du monde en dépossédant des gens par ces mécanismes marchands, ou que ce soit des solutions technologiques du type capture du carbone, géo-ingénierie, etc. Donc il y a un refus du gouvernement par en haut, même si la situation est globale, la crise est globale, nous sommes dans des interdépendances, quoi. Il y a cette espèce de tension qui se joue. Et puis, il y a aussi le constat qu'on a fait et la construction théorique d'un conflit entre terrestre et moderne. Pourquoi le mot terrestre ? Bon, voilà, ça vient en partie de Bruno Latour. Alors, c'est intéressant, Bruno Latour, parce que à la fin des années 90, dans Politique de la nature, il était dans une écologie un peu irénique, pacifiste, faut faire la paix à la nature. En 2017, dans Face à Gaïa, au contraire, il nous décrit une sorte de guerre, d'affrontement qui est ontologique entre une cosmologie moderne qui veut continuer à dominer, aménager la planète, et une cosmologie terrestre qui se sent appartenir à la planète. Avec sa métaphore, c'est Hollywood, hein, c'est Avatar. Les méchants extractivistes versus les bons indigènes. Et ce que je trouve génial dans ce schéma un peu binaire et simpliste, c'est que les scientifiques choisissent le bon camp. Ils basculent dans le camp anti-impérialiste et ils luttent avec... on peut faire toutes les critiques qu'on veut à ce film Avatar, mais il y a cette dimension-là de mise en scène d'un conflit qui est un conflit écologique, mais qui est aussi un conflit ontologique de vision du monde, que finalement Latour a contribué à légitimer, renforcer, qui a inspiré ensuite la revue Terrestre, qui a en partie été créée par plusieurs personnes qui étaient autrices et auteurs de la collection, et dont peut-être Geneviève va parler. Donc premier point, une écologie terrestrialisée, qui peut se distinguer par exemple des premiers bouquins qui parlaient de l'Anthropocène en France, hein, Claude Lorius, Bienvenue dans l'Anthropocène. On était encore dans cette vision du scientifique qui est au-dessus et qui nous dit et qui glorifie un peu sa propre histoire de savant merveilleux. Voilà, on est un peu sorti de ce schéma-là, on n'est pas les seuls. Si vous regardez l'évolution de la Terre, la tête au carré qui est devenue la Terre au carré en 10 ans, finalement c'est un peu la même évolution. D'une écologie très scientifique avec des solutions scientifiques, la mise en avant des scientifiques comme étant des héros qui lancent l'alerte et sont merveilleux, à quelque chose qui parle beaucoup plus des luttes. Voilà. Et donc le dernier point qui moi m'a frappé dans les 10 dernières années, c'est que dans les années 70, il y avait une opposition assez forte entre les défenseurs de la nature, les pensées naturaliste, pour certaines jugées réactionnaires, ou l'écologie profonde de Arnonès, un accent sur l'éthique de l'environnement, le rapport au vivant, etc. Et l'écologie sociale et politique de Bookchin, de Gortz. Il y avait un peu un affrontement entre les deux. Même si, il y a aussi des passerelles. Il me semble qu'il s'est joué dans les 10 dernières années un rapprochement entre cette sensibilité naturaliste, les philosophies du vivant, on pense à Baptiste Morisot, etc., et une écologie politique radicale qui pense la question de l'autonomie. Et il me semble que ça s'est joué autour des soulèvements de la terre, des naturalistes en lutte et d'un certain nombre de bouquins qui sont sortis dans les dernières années. On a l'impression que la pensée de l'autonomie
C'est-à-dire la lutte contre les forces hétéronomes qui nous empêchent de maîtriser nos vies individuellement et collectivement, qui était très présente dans l'écologie politique d'un André Gortz. Mais il y a aussi des traditions de l'autonomie dans les luttes italiennes des années 60-70, dans les mouvements autonomes issus des squats, des ZAD, etc. Que ce courant-là, qui ne se posait pas tellement la question environnementale, l'a rencontré et qu'il y a une convergence qui s'est faite entre les deux, et que la question de l'autonomie est une question qui se pose aussi bien pour les collectifs humains que pour le rapport au vivant. Qu'est-ce que ça veut dire que de laisser de l'autonomie au vivant ? Qu'est-ce que ça veut dire que de lutter contre des prises de terre capitalistes pour mettre au travail les vivants en reprenant ces terres pour les mettre en commun sous la forme de communs multispécifiques et non pas uniquement des communs humains. Il me semble qu'il y a tout ça qui est en réflexion dans les dernières années. Le livre « Nous ne sommes pas seuls » de Léna Ballot et Antoine Chopeau a permis un peu de travailler ça. Tu vas en parler. La condition terrestre de Sophie Gosselin et David G. Bartoli, les dialogues entre Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, ont fait ce croisement entre, disons, ce qui était auparavant une écologie très naturaliste, un peu dépolitisée, et James Scott, l'anthropologie anarchiste et les pensées de l'autonomie. Il me semble qu'il se passe quelque chose, et ce qui se passe est complètement en résonance avec ce qui se passe sur le terrain et les luttes, la question de l'autonomie qui est portée par les ZAD et les soulèvements de la terre. Et donc je trouve ce croisement est pas tout à fait un hasard, et je le trouve assez intéressant. Voilà, moi c'était les deux fils que je voulais tirer, l'écologie terrestrialisée et l'écologie autour de la question de l'autonomie, mais il y en aurait plein d'autres, y compris des choses qu'on n'a pas bien faites, et que voilà. Je me souviens plus qui devait parler en premier, c'est Aurélien. Vas-y. Bonjour. Donc, moi, j'ai contribué à cette collection à plusieurs titres, en tant que traducteur, en tant que coordinateur d'un ouvrage sur le greenwashing, et en tant aussi qu'auteur d'articles ou de petites contributions dans d'autres ouvrages collectifs. Et je devais être avec donc j'ai coordonné avec Laure Tellière et Guillaume Carbou un livre sur le greenwashing, auquel ont participé beaucoup de membres de la Técopole. Donc je suis toulousain, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et donc à Toulouse il y a un très joli groupe de gens qui réfléchissent aux questions écologiques depuis 2018 au moins, donc la Técopole, l'atelier d'écologie politique, et à un moment donné, il y a eu le projet de contribuer un petit peu, au-delà des séminaires qu'on organise régulièrement en centre-ville, de contribuer à la réflexion générale, et aussi dans une perspective assez militante, puisqu'on s'est dit qu'on voulait faire... On était de plus en plus choqués de voir le greenwashing, toute cette nouvelle langue de communication verte reprise par les gouvernants, les dirigeants d'entreprise, et puis en fait alimentée par tout un chacun, par les journalistes aussi bien sûr, et qui se retrouvent dans toutes nos conversations. Tous ces mots qui sont pas forcément en tant que tels qu'il faut pas abandonner forcément, mais qui contribuent tous ensemble à créer une sorte de rideau de fumée, d'un mauvais cadrage des questions écologiques qui permettent de mal penser les problèmes écologiques. Et donc ces mots-là, alors il y a développement durable, capitalisme vert bien sûr, mais transition, écopsychologie, enfin il y a dans notre livre, il y a 24 entrées où on essaye de prendre tous ces termes qui constituent un nouveau langage, et qui nous semblait important de critiquer, de démystifier, parce que ces mots-là se retrouvent dans nos bouches, dans la bouche des jeunes militants, etc., sans qu'on voit que parler de véhicules propres, ça n'a aucun sens. Parler de transition écologique et numérique, c'est juste du green, enfin c'est juste un renversement orwellien de la réalité. Et donc, pour essayer de, comme on s'est amusé à le dire, si on veut dépolluer la planète, il va falloir commencer par dépolluer notre langage, et donc à essayer d'avoir une vision critique sur tout ça. Et donc je devais présenter ce livre-là avec Laure, et puis présenter aussi la Técopole, et présenter aussi ce que la collection
nous a fait, à nous, la Técopole. Alors moi, j'en suis bien incapable, parce que la Técopole, c'est plus de 200 personnes, et Laure a une vision bien plus précise de ça. Et donc, je ne vais pas vous parler de ça. Moi, je voudrais juste vous parler du fait que quand on a commencé à ce livre sur le greenwashing, on se disait, tiens, mais oui, le greenwashing, c'est la com, c'est toutes les stratégies publicitaires, marketing politique, etc. Et puis peu à peu, à force de lire les contributions qui arrivaient, et puis de creuser le thème avec Laure et Guillaume, on s'est rendu compte que, au-delà de, nous on pensait faire une synthèse en fait, sans apporter quelque chose de nouveau forcément sur ce thème de réflexion du greenwashing. Mais une synthèse accessible notamment à toutes les personnes susceptibles de tomber dans les panneaux de la communication verte. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être quand même quelque chose de nouveau à apporter, et l'impulsion est venue beaucoup d'un autre livre de la collection, d'un livre de Alain Gras et Gérard Dubé qui s'appelle La servitude électrique. Parce que peu à peu, on s'est rendu compte que réduire le greenwashing à de la com, ça empêchait de comprendre que le greenwashing, il est réel, il est matérialisé. Il se matérialise dans il y a des politiques publiques, il n'y a pas juste des discours, des promesses gouvernementales, neutralité carbone en 2050, bientôt tous nos emballages seront biorecyclables, etc., etc. Ça se traduit quand même par des changements réels, des nouveaux dispositifs institutionnels, des réalités qui contribuent elles-mêmes à donner l'illusion que l'on serait sur la bonne voie, ou qu'on serait sorti de la trajectoire désastreuse dans laquelle on était enfermé jusqu'à présent, et que donc tout va bien, mesdames et messieurs. Les gouvernants et les dirigeants ont fait leur mea culpa, et maintenant vont créer un monde éco-compatible, soutenable et 100% naturel. Voilà, pour utiliser des mots du greenwashing. Bien sûr. Et voilà, donc par exemple, voilà, il y a plein de dispositifs, notamment technologiques, qui sont des véritables outils de greenwashing. Et ça, on l'a compris en fait en lisant, enfin moi en tous les cas, je l'ai compris en lisant le livre La servitude électrique, que je vous recommande chaudement. Parce qu'en fait, quand on lit cet ouvrage, donc, qui parle du développement de l'électricité depuis 2 siècles, eh ben, on comprend que en fait, l'invention et la diffusion de l'électricité, ça a été aussi un élément du greenwashing, d'un greenwashing donc, qui ne date pas des années 80. On croit que c'est juste ça, mais que c'est consubstantiel à la civilisation industrielle, parce que notre civilisation industrielle produit sans cesse des nuisances, des pollutions, des ravages, des destructions, etc. Et elle ne peut tenir que en atténuant, en compensant, ou en tous les cas en mettant à distance ces nuisances, loin des centres qui les produisent. Et l'électricité, dans tous les systèmes énergétiques, c'était celui qui a permis, notamment ça, au 19e siècle. Il y avait déjà des gros problèmes écologiques dans toutes les villes, étouffées sous un smog, etc. Et l'électricité est arrivée comme l'énergie miraculeuse, sans combustion, qui allait permettre de continuer et même d'approfondir dans la même voie, sans les inconvénients du charbon et des autres énergies. En fait, il n'y a bien sûr pas eu de substitution de cette énergie à d'autres. Juste, l'électricité a permis d'éloigner les centrales, d'éloigner les nuisances des centres-villes, et donc de continuer dans la même direction, et donc de désinhiber en fait un développement dont on commençait à voir la face sombre. Et donc on peut voir dans le développement de l'électrification un élément d'une sorte de greenwashing des sociétés industrielles dès le 19e siècle. Et c'est frappant de voir que l'électricité joue à nouveau ce rôle-là via la transition énergétique et numérique, qui en gros, la promesse, c'est qu'on va tout électrifier pour rendre notre mode de vie, notre système capitaliste et industriel compatible avec l'agenda climatique et l'ensemble des problèmes écologiques. Bon, bien sûr, c'est une illusion, et voilà, et on le voit. Et donc, je voulais vous partager cette réflexion-là, parce qu'elle me semble importante pour comprendre les grands enjeux aujourd'hui autour de cette question de la transition énergétique et numérique. Et voilà. Merci beaucoup. Moi, je veux bien parler, mais je vais essayer d'être bref pour laisser le maximum de temps à la discussion. Je crois que,
En fait, il s'est passé 10 ans, c'est pas dit que la trajectoire était positive, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'intellectuellement, on n'a pas forcément du tout remporté la partie. C'est plutôt l'inverse. En gros, les écolos font 5% dans les sondages. Moi, quand les réactions au livre que j'ai pas fait paraître, c'est exactement ce que tu disais, des jeunes qui disent mais si, évidemment, on a toutes les techniques, il suffit de les mettre et c'est bon, quoi. Ça y est, c'est lancé. Et en fait... quand on parle de capitalisme ou de ce genre de problème, on passe pour des vieux dinosaures. C'est ça la vérité, c'est plutôt ça, quoi. C'est qu'en fait, grâce aux panneaux solaires, maintenant, il n'y a plus vraiment de raison de critiquer le capitalisme. On en est, en fait, les jeunes, c'est ça qu'on entend, même les jeunes qui veulent agir pour le climat. Hein, c'est pas du tout, je parle pas des, voilà. Donc je crois que c'est l'une des fonctions, à mon avis, de la collection Anthropocène, c'est d'être un petit garde-fou face à ça. Parce que, en fait, j'ai pas mal travaillé sur les années 70, il y avait beaucoup plus de critiques sérieuses, en fait, de ces questions. Je veux dire, on parlait, je sais pas, André Gortz, il parle beaucoup du capitalisme, c'est un sujet important, il faut l'analyser, le critiquer, y réfléchir sérieusement. C'est plus un sujet maintenant. Hein. L'anticapitalisme, c'est un truc qui va ralentir la transition, même, on entend ça. Hein. Donc, je crois qu'on n'est pas du tout dans une phase de progrès de la compréhension des questions écologiques. Jimmy Carter, en 77, il peut faire un grand discours décroissant à la télévision. Est-ce qu'on entend un seul président de n'importe quel pays dire « oui, il faut arrêter de vouloir accumuler des biens ». On n'entend pas, même pas ça, on l'entend même pas. Hein. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas du tout dans une phase de victoire des idées écologiques. Et donc, heureusement qu'il y a des livres comme... moi, je trouvais que Greenwashing était vraiment utile. J'ai beaucoup aimé un chapitre sur l'aviation dans ce chapitre. Alors, comme ça vient de Toulouse, en plus, évidemment, c'est intéressant de voir les ingénieurs de super-héros qui font simplement des petits calculs de coin de table et qui disent « ouais, alors vous êtes bien gentil, mais vous voulez faire voler des avions avec de l'huile végétale, bon bah faudrait manger je sais plus combien de tonnes de pommes de frites pour avoir l'huile qui permettrait de faire voler les par habitant, hein, évidemment, ou alors qui dit bah ok, on va faire de l'hydrogène vert, bon bah alors combien de réacteurs nucléaires, ah ouais, entre 10 et 20 réacteurs pour faire les kérosènes, les e-fuels là, qui vont nous permettre de voler sans émettre de CO2, tout ça n'a aucun sens. Donc ce genre de choses sont très utiles en fait dans le débat public. Je crois que c'est vraiment vraiment important. Pareil pour le livre de Célia, quoi, qui est extrêmement important pour comprendre à quel point l'extraction métallique, c'est pas simplement les quelques œufs qu'il faut casser pour faire le mètre de la transition. C'est un truc qui est beaucoup plus profond. Et donc voilà, je pense que ces ouvrages-là qui en fait mettent finalement le discours, prennent les armes des calculs de matière, de ce que c'est qu'un regard concret, matériel sur la production. C'est extrêmement important d'avoir ce regard-là. Et je crois que la collection Anthropocène a joué un rôle important, mais important dans sa modeste capacité à influer en fait un discours quand même qui est très technosolutionniste et qui est très largement dominé par ces questions de solutions technologiques. Voilà, je vais juste simplement m'arrêter là. Oui, alors merci de nous sobrifier en quelque sorte, Jean-Baptiste, avec cette vision peut-être très réaliste. En tout cas, moi, j'ai envie d'ajouter une note plus optimiste parce que mon parcours est celui de quelqu'un qui, comme Aurélien, qui est là, s'est toujours intéressé à la question de l'innovation et à la manière dont l'Occident, dans son histoire, a toujours survalorisé l'innovation technologique et lui voue un culte quasi religieux. Et je crois avoir vu une nette évolution dans la perception. Pour faire court, au sein d'un certain nombre de mouvements et de composantes de la gauche et en partie de la droite aussi, il apparaît clair que le technosolutionnisme est finalement la version institutionnelle du climato-scepticisme. C'est-à-dire qu'en fait, le déni de la situation et du réchauffement climatique en particulier, il peut passer par du déni pur et simple et des contre-récits, et il peut aussi passer par la poursuite de l'innovation. Et il me semble que ça se clarifie, et qu'il y a 15 ans, quand on expliquait que en fait, l'informatisation de toutes les activités humaines est absolument insoutenable, un gros problème, un problème à la sortie, c'est-à-dire du côté des sociétés qui vivent ça et qui sont désintégrées en fait par cette informatisation.
et un problème en amont, c'est-à-dire dans toute la chaîne de production, qu'est-ce que cette informatisation, comme avatar de l'innovation, suppose depuis l'extraction minière jusqu'à l'assemblage et à la fabrication des semi-conducteurs, par exemple. Tout ça, c'est quand même éclairci. Et en tout cas, ça ne génère plus du tout les mêmes réactions d'hostilité. Je pense que quand on a commencé à faire ce parcours sur la critique de la religion technologique, c'était encore un tabou socialement installé, c'est-à-dire que dire des choses comme ça, c'était profane. Il y avait une dimension iconoclaste qui suscitait de l'agressivité. Aujourd'hui, ça renvoie plutôt à une résignation, c'est-à-dire, vous dites que le smartphone, en fait, est une catastrophe, mais qu'est-ce que vous proposez? Parce que mes enfants sont tous accros, et moi aussi. Et même si j'étais pas accro, en fait, j'en ai besoin comme outil de travail. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même position dans la société. Voilà une première remarque, après on va discuter sur tout un tas de choses. Vas-y, à toi Geneviève. Merci. Bon, mais je vais peut-être continuer dans cette veine-là. Il ne s'agit pas d'optimisme ou de pessimisme. Hein, c'est pas du tout ça le sujet. C'est que dans une perspective terrestre, nous sommes là, avec les responsabilités que nous avons. Et je pense que depuis, c'est pas lié à la collection seulement, mais depuis une quinzaine d'années, les choses qui étaient totalement tabous dans la gauche, justement, tabous totalement, réémergent. Et ça, pour moi, c'est un espoir. Bon, alors donc, et en particulier, bon, c'était un petit peu diviser un peu le travail, mais les frontières ont été cassées. Et en particulier, je trouve que la collection, elle a mis en scène quand même le conflit des écologies. Et ça, c'est vrai que c'est différent des années 70, parce qu'aujourd'hui, le capitalisme se veut écologique. Donc, on est dans un conflit frontal des écologies. Et tu l'expliques très bien pour la transition, d'ailleurs, enfin, bon, tout ce bazar qu'il peut y avoir, le greenwashing. Et donc, là, je pense qu'il y a des choses qui, effectivement, peuvent paraître plus minoritaires, parce qu'elles sont plus dures qu'elles n'étaient. Il y a eu, par exemple, en 1971, il y a eu tout un débat à la Mutualité à Paris sur la décroissance, sur etc., avec Edmond Maire, avec... bon, bref, c'était Marcuse qui était là, etc., sur la décroissance, bon, suite au rapport du MIT, etc. Mais je dirais, c'était relativement, finalement, inoffensif. Aujourd'hui, le système est en panne, beaucoup plus qu'il n'était dans les années 70, et qu'aujourd'hui, quand on pose des questions sur les communs, la décroissance, etc., ça répond à quelque chose du système qui ne fonctionne plus. Et il y avait encore l'illusion que ça pouvait fonctionner dans les années 70. Donc pour moi, il y a une radicalisation du conflit des écologies, et la collection Anthropocène, il me semble, met en scène ce conflit frontal. Et quand on parle de choses qui étaient quasiment indicibles il y a une quinzaine d'années, tout ce rapport que nous avons à la terre, que nous avons à la nature, c'était considéré comme réactionnaire. L'émancipation, c'était quand même, dans toute la gauche productiviste, etc., c'était s'arracher, et en particulier pour les femmes aussi, hein, s'arracher à cette condition terrestre, trouver un ailleurs que... C'était ça, le symbole de l'émancipation. Et là, dans la collection terrestre, il y a quand même plusieurs ouvrages dont Christophe a déjà parlé, qui précisément reviennent là-dessus, sur cette critique de cette ontologie occidentale qui nous a éloignés justement de nos milieux de vie finalement, hein, sans parler qui nous a éloignés, extirpés de nos milieux de vie que nous avons allègrement détruits. Donc ceci était quasiment indicible parce que ça renvoyait à une sorte de, pensait-on, naturalisation de la condition humaine, etc., etc. Donc dans la collection, on réfléchit quand même à l'idée de quelle est cette nature qu'on défend. Et quand nous disons « nous sommes la nature qui se défend », mais de quelle nature parle-t-on ? Et là, plusieurs ouvrages
précisément dans la collection, Nous ne sommes pas seuls, de Léna Ballot et de Antoine Chopeau. Il y a le livre de Sophie Gosselin, effectivement, et de David Bartoli. Bon, d'autres encore auxquels Escobar, Penser, sentir avec la terre. Enfin, il y a plusieurs ouvrages dans la collection qui, quand même, soulèvent le tapis. Et alors, peut-être que je suis plus âgée. Moi, je trouve que c'est un soulagement parce que c'était des choses qui ne pouvaient pas être abordées. Et peut-être ce qui manque actuellement à la collection, bon, il y a, disons, une percée sur l'écologie décoloniale, parce que si on veut déconstruire ces dualismes, nature-culture, etc., ça veut dire aussi qu'on se pose la question de nous occidentaux et des autres, hein, de ceux qui étaient les autres. Et le livre de Malcolm Ferdinand fait du bien sur l'écologie décoloniale, mais on a d'autres choses aussi à déconstruire. Là, peut-être la collection est encore balbutiante, même c'est pas de la mauvaise volonté, sur le dualisme homme-femme. Hein, et donc tous les apports de l'écoféminisme aujourd'hui dans la déconstruction, hein, d'une certaine manière d'être au monde, de poser la question du vivant, de mettre en avant la production au lieu de la régénération des milieux de vie, bon, etc., etc. Bon voilà, donc je suis plutôt, comment dire, je suis consciente de du mur que nous avons en face, bien entendu, c'est pas, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être dites et qui sont présentes dans les mouvements sociaux. Et juste pour conclure, je dirais que cette collection, elle a donné aussi naissance, j'étais chargée de parler de ça, à la revue Terrestre, qui s'est construite aussi dans le sillage de la collection Anthropocène, grâce à Christophe Bonneuil, donc, et grâce aussi au départ aux éditions du Seuil qui ont aidé la revue Terrestre financièrement, hein, tout simplement. Et donc, cette revue Terrestre, c'est terrestre.org, dans laquelle il y a des auteurs, autrices de la collection, mais pas seulement, hein, il y a de plus en plus. Et donc, cette revue Terrestre qui est régulière et qui s'inscrit dans la démarche, finalement, que Christophe a indiqué au départ. Mais au-delà de la revue Terrestre, c'est aussi des groupes c'est une sorte de rhizome autour de la revue, autour de la collection, qui fait communauté finalement aussi, autour du groupe qui s'appelle Reprise de Terre, qui a beaucoup travaillé, qui a écrit aussi là-dessus. Ce sont plutôt des jeunes militantes et militants et activistes et souvent universitaires aussi qui ont créé ce groupe Reprise de Terre. Reprise de Savoir aussi, ce groupe Reprise de Savoir qui organise des chantiers sur les savoirs, etc., un peu partout sur la France. Et les naturalistes des terres qui sont indirectement aussi liés à tout ce rhizome, à toute cette pensée qui peut y avoir autour de la collection et de la revue. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que cette revue, elle s'incarne aussi, enfin cette revue et cette collection, elle fait partie aussi, elle s'incarne aussi dans des luttes, dans des manières d'être. Bon, tu as parlé de l'A69, l'A69 ici. J'ai pensé, mais je l'ai pas dit là, au livre de Léna Ballot et de Antoine Chopeau sur Nous ne sommes pas seuls, sur la résistance interspécifique, précisément, sur les possibilités d'une résistance interspécifique qui part du fait que la Terre est puissante, hein, que la Terre est active, qu'il y a des énergies terrestres avec lesquelles nous pourrions faire alliance. Et bien, sur l'autoroute A69, il y a eu une alliance interspécifique extraordinaire avec une mésange bleue qui a été repérée par les écureuils qui étaient perchés sur les arbres, et mésange bleu qui a permis l'arrêt des travaux, l'arrêt des machines, hein, sur une parcelle qui était occupée par les écureuils et par une mini-ZAD, enfin par une ZAD. Donc ça, je pense que ces choses-là, qui sont très présentes dans les luttes, n'existaient pas il y a 20 ans. Et voilà, ce que je voulais signaler, c'est que je pense que beaucoup de réflexions qui sont dans la collection irriguent aussi ces luttes qui certainement ne sont pas suffisantes, mais représentent quand même des possibilités d'ancrage. Voilà. Bah, du coup, on a du temps pour échanger sur ce que la collection vous a fait, des critiques, Ouais.
Bonjour. Vous m'avez donné envie de lire plein de livres, c'est super. J'en avais lu 2 ou 3. En particulier, On ne dissout pas les soulèvements de la Terre. Moi, je me suis posé la question pendant quelques temps de cette histoire de capitalisme, en me disant, est-ce qu'on ne pourrait pas attaquer par plutôt le libéralisme que le capitalisme, parce que le capitalisme, c'est peut-être investir de l'argent peut-être pour de bonnes choses, même si même en ce moment on investit beaucoup pour de mauvaises choses. Et du coup, je me demandais si vous aviez des auteurs qui ont travaillé ces points-là, capitalisme, libéralisme, néolibéralisme, pour m'éclairer un peu, parce que j'étais un peu perdu dans tout ça. Bon, je ne sais pas si on peut avoir le débat là sur capitalisme, libéralisme, néolibéralisme. Bon, dans la collection, enfin, je ne vois pas véritablement, il n'y a pas d'ouvrage qui s'attaque à ce sujet-là. Il y a eu des ouvrages par ailleurs sur le néolibéralisme, beaucoup, énormément. Sur néolibéralisme et capitalisme aussi, ce qu'on peut voir quand même aujourd'hui, en tout cas, c'est comment dire, plus que par le néolibéralisme, ce n'est pas suffisant, ou le libéralisme économique, c'est pas suffisant pour caractériser ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est vrai qu'on voit un petit peu partout ressurgir des analyses, beaucoup plus que dans les années 90-2000, en termes de capitalisme. En termes de capitalisme. Voilà, mais ça, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont, pas dans la collection, à mon sens, mais beaucoup d'ouvrages qui sont revenus là-dessus, sur capitalisme, néolibéralisme, etc. C'est un grand débat, effectivement, mais j'ai l'impression que cette idée de revenir à la critique du capitalisme, elle est posée plus clairement aujourd'hui, parce que le camp de la gauche s'est dissous autour de la question du productivisme. Et qu'en fait, on habitait un monde dans lequel il y avait d'un côté, en URSS, un capitalisme d'État, avec des structures collectivistes étatisées, mais dans une société industrielle. Et d'un autre côté, un monde industriel non collectivisé. Et donc, la gauche a eu besoin, pour se dissocier, de faire émerger et de mettre en avant la critique du néolibéralisme, qui existe en tant que tel, bien sûr, comme dynamique et comme idéologie. Et à partir du moment où la gauche elle-même est obligée de faire des constats qui sont douloureux sur ce que c'est que la société industrielle et dans quelle mesure elle est totalement insoutenable en tant que telle, et non pas seulement en tant qu'elle est fondée sur le libre marché, ça amène à poser la question de ce que c'est que le capitalisme dans ses fondements, mais donc dans ses fondements les plus classiquement décrit par Marx ou même par Rosa Luxembourg. Donc dans sa dynamique, l'accumulation primitive, l'impérialisme, la monétisation de l'existence. Puisqu'aujourd'hui, moi qui travaille sur les frontières extractives, donc sur les grands projets miniers dans des endroits très très reculés, qui sont aujourd'hui en train de se multiplier, je suis bien obligée, par exemple, de faire le constat qu'il y a encore une partie des habitants, des populations de cette planète qui ne sont pas convertis au capitalisme, qui ont des économies de subsistance dans lesquelles la vie quotidienne est faiblement monétisée, par exemple. Voilà, si ça peut éclairer. Moi, je crois qu'il n'y a effectivement pas encore de livres qui reprennent vraiment au sérieux la critique écologique du capitalisme. Ce qu'on a vu à gauche dans le monde anglo-saxon, c'est l'idée d'un capitalisme fossile. En fait, quand on y réfléchit, cette affaire-là est très bizarre. Ils ont en fait repris à l'inverse le thème du capitalisme vert. C'est le renversement de ça. En fait, c'est très compliqué de dire ce qui sera du capitalisme fossile et ce qui ne sera pas du capitalisme fossile quand on y réfléchit un peu sérieusement. C'est-à-dire, on peut pas couper comme ça la production matérielle de ce qui relèverait simplement des fossiles et ce qui sera bien et qu'on pourra garder dans le capitalisme. Ça marche pas comme ça. Parce que matériellement, les choses sont complètement imbriquées, intriquées. Économiquement, elles le sont encore plus. Financièrement, encore davantage. Et donc, je crois que, non, en gros, il faut retourner un peu aux bases de ce que c'était que le marxisme, la description des modes de production un peu sérieuses et la manière dont on accumule du capital de nos jours. Et je pense qu'on verra à quel point la critique écologique du capitalisme actuel, elle n'est pas, à mon avis, fondée sur une description un peu rigoureuse des modes de production.
Oui, bonjour, merci. Je vais essayer d'être simple au départ. Après, ça risque de se compliquer un peu. Mais il y a un élément qui n'a pas été, qui est sûrement plané dans vos réflexions et vos travaux, mais ce sont les inégalités. Premièrement, les inégalités de l'espèce humaine. Alors, on ne va pas tomber dans une espèce de délire en disant, oui, ils sont tous égaux, le ver de terre a des droits, etc., il va voter, quoique. Mais les inégalités, c'est aussi ce qui nous empêche aujourd'hui d'affronter la situation, parce que tous les profits actuels, ou la grande majorité des profits du progrès, sont concentrés dans un nombre que vous savez très limité, de même, et dont nous ne maîtrisons pas la logique. Ensuite, que les choses soient compliquées, la démocratie, c'est fait pour ça. La démocratie, ça n'a jamais été simple. Et justement, aujourd'hui, l'un des autres problèmes, c'est que la démocratie ne fonctionne pas du tout. Et bon, personnellement, je ne vais pas prétendre avoir des leçons à donner à qui que ce soit, mais moi, ça me fait mal au cœur de voir des jeunes, chaque fois qu'ils essaient de se soulever, en face à une répression qui est complètement sauvage. Alors moi, ça c'est le côté un peu simpliste, mais malgré tout, ça me touche. Je crois que sur la question du capitalisme, le problème n'est pas de mieux analyser les modes de production. La question que vous n'avez pas posée, c'est la question de qu'est-ce qu'aujourd'hui la lutte des classes. Où sont les classes? Quelles sont les classes qui s'affrontent? Quand on parle d'écologie décoloniale, on déplace le problème, etc. Donc je crois que la question est, dans les années 70, par exemple Gorz, dont vous parliez, il parlait de lutte des classes, adieu au prolétariat, etc. Donc je pense que c'est la question là qui a derrière l'interrogation que vous avez posée sur le capitalisme. C'est une question liée, comme ça on prendra les trois en même temps. En fait, c'est pas vraiment une question. Si je vous ai posé la question, c'est parce qu'à mon petit niveau, quand je parle avec des gens, j'essaie d'arriver à nouer le dialogue. Et si je parle de libéralisme, je noue plus le dialogue d'antilibéralisme que si je parle d'anticapitaliste. Et du coup, je me disais, est-ce que le capitalisme pourrait être utilisé pour arriver à nouer ce dialogue-là et surtout pour le faire aller dans le vrai bon sens, quoi, et pas le noyer dans... Donc c'était plus une petite réflexion là-dessus, parce que je sais pas comment nouer le dialogue avec tous ces gens qui se posent pas les questions, quoi. Dans le même sens, j'ai des gens autour de moi qui me rétorquent quand j'essaie de parler, de discuter, qu'on peut être capitaliste et écologiste. Dans l'événement Anthropocène, on s'était amusé en lien avec les travaux de Piketty, à regarder le rôle de l'accumulation du capital dans les dégradations écologiques, par rapport notamment à la question de la démographie. Depuis la fin du XVIIIe siècle, la démographie a effectivement augmenté. Est-ce que pour autant il faut dire que c'est juste une espèce humaine indifférenciée qui serait responsable de la crise écologique? Et si on regarde la propriété privée et le capital au sens strict comme moyen de production, depuis la fin du 18e, c'est pas multiplié par 10 comme la démographie, c'est multiplié par un facteur 100. Donc c'est l'accumulation du capital qui crée des infrastructures, du béton, etc., qui est un facteur moteur de la crise écologique globale. Et voilà, il y avait ce débat entre est-ce que c'est les humains ou est-ce que c'est un système économique qu'on a à peu près tranché assez tôt dans le développement de la collection. Oui, par rapport à toutes ces questions, je crois qu'un des éléments qui s'est passé quand même, c'est cette dernière décennie.
enfin, c'est un petit peu plus large. Il y a vraiment eu un moment, moi, quand j'ai commencé, je voulais faire une thèse sur la question industrielle, capitalisme dans une perspective écologiste. C'était au début des années 2000. On m'avait dit non, mais ça n'existe pas, etc. Si tu veux faire de la philosophie de l'écologie, tu fais de l'éthique environnementale. Il y avait que ça. Et donc, du coup, j'ai fait une thèse de philosophie sociale de la révolution industrielle, où la question écologique apparaissait un petit peu en introduction, au milieu, à la fin, mais n'était pas du tout centrale, tout simplement parce qu'on m'avait dit non, mais c'est l'écologie, c'est l'éthique, c'est savoir la question, c'est au nom de quoi on a le droit de juger qu'il faut protéger un être naturel, ce qu'on est anthropocentrique, biocentrique, utilitariste, etc. Machin. Donc ça ne m'intéressait pas. Et il y avait une dissociation complète entre une forte dissociation entre questions écologiques, questions sociales. Moi, j'ai l'impression, en tous les cas, ce qui se joue depuis quelques années, c'est pas facile, la partie n'est pas gagnée, mais c'est d'essayer de faire se rejoindre les questions sociales, les questions écologiques, de penser conjointement l'exploitation des autres humains et l'exploitation de la nature. Pour moi, il y a un lien consubstantiel. Les deux questions, c'est pas deux questions qui se sont enchaînées. La question sociale, c'était le 19e siècle, après la question politique, 18e siècle, question sociale, 19e siècle, et 20e siècle, la question environnementale, comme des espèces... Non, c'est pour moi, le développement de la question écologique, c'est le résultat du fait qu'on n'a pas réussi à résoudre la question sociale, qu'on n'a pas réussi à trouver un système qui ne soit pas basé sur la fuite en avant permanente de l'accumulation du capital, du productivisme, du consumérisme et du déchaînement de l'exploitation. Pour moi, c'est parce qu'on n'a pas réussi à résoudre ce problème-là, ce vieux problème du capitalisme, qu'on en est là aujourd'hui. Et donc, il faut au maximum articuler les deux choses, et j'ai l'impression que dans les nouvelles forces écologistes qui se dressent aujourd'hui, c'est quand même de ça dont il est question essentiellement. Alors vous avez ouvert les questions sur celle des inégalités, et moi ce que ça m'évoque, cette discussion, c'est le fait que finalement dans cette collection, même si le terme n'est jamais employé, il y a le constat que le capitalisme a créé une prolétarisation croissante, et que cette prolétarisation, elle est liée à la dynamique même de l'accumulation et de la destruction du vivant, comme des phénomènes indissociables en fait. Et que du coup, nous autres, nous tous, toutes, on est dans une précarité qui est absolue et qui est croissante. C'est-à-dire qu'on habite dans un système productif qui ne nous protège aucunement, qui nous embarque en fait dans des projets qui sont extrêmement dangereux. Et de ce point de vue-là, la question de l'écologie, elle rejoint naturellement en fait la question sociale, parce que être prolétarisé, pour prendre le terme marxiste, c'est vraiment à la fois la perte des moyens de production, la perte des moyens d'assurer sa propre subsistance, mais du coup non pas seulement au sens uniquement salarial, non pas seulement au sens uniquement monétaire, mais au sens profond de la subsistance. Prolétarisé, c'est-à-dire on a vraiment plus beaucoup de ressources. Et le paradoxe pour moi, c'est que d'un côté, évidemment que les analyses se rejoignent et que ça, c'est un enrichissement clair, mais en même temps, force est de constater que les milieux comme les nôtres, c'est des milieux qui sont très très liés à la classe moyenne blanche, et qu'en fait, il y a plein de gens qui manquent en fait pour prolonger l'analyse et les luttes, parce que j'ai l'impression que la collection, elle est portée dans son souffle et dans son énergie par les événements qui ont eu lieu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui lui ont donné l'impulsion et de la force, qui ont permis tous les prolongements et toute sa richesse entre lutte de territoire, projets de construction, chantier collectif et analyse, et qui a un va-et-vient qui est très très riche, et qu'en même temps, ses limites, il y a à la fois la dimension décoloniale, mais il y a la dimension ouvrière, il y a la dimension d'avoir du mal, c'est le problème de toute la gauche, d'avoir du mal à faire des liens avec le monde prolétaire d'aujourd'hui, quoi. Voilà.
Bon, juste un petit mot, c'est la question des inégalités qui me fait réagir. Et ce que tu as dit, Aurélien, je suis d'accord, mais ça veut dire que aussi, et un des enjeux, c'est si on n'a pas résolu la question sociale, c'est pas uniquement parce qu'on n'a pas pris en compte la question écologique. C'est qu'on a réduit la société. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé la société comme étant une société terrestre, justement. Et ça, pour moi, bon, on ne va pas rediscuter sur le marxisme, là, on n'a pas le temps, hein. Mais quand même, bon, je suis d'accord qu'il y a une prolétarisation, etc., etc. Mais on n'est pas à la recherche d'un sujet historique qui serait porteur, comme c'était dans la tradition marxiste, d'un sujet historique, les prolétaires, le prolétariat, qui serait porteur de l'émancipation, de la révolution, etc. Ce qui est difficile à penser aujourd'hui, peut-être, qui est compliqué à penser, je suis d'accord, c'est qu'il y a plusieurs sujets historiques. Il y a des compositions de sujets historiques et dans ce sens-là, je trouve que la réflexion qui est amorcée dans le cadre des soulèvements de la Terre est extrêmement intéressante. Je dis bien, elle est amorcée justement sur la composition de sujets. Il n'y a pas un sujet historique qui serait le prolétariat. Et c'est peut-être d'ailleurs, il y a les paysans, il y a les paysannes, etc., etc. Il y a beaucoup de sujets historiques. Il y a plusieurs sujets. Et donc, ça veut dire aussi faire rejoindre société et écologie, c'est repenser ce que c'est la société. Et non pas une société qui est au-dessus, qui est extraterrestre, quasiment comme elle a été pensée de manière extrêmement abstraite, faite d'individus ou même de classes. Donc, pour moi, il n'y a pas de séparation entre écologique et social, c'est-à-dire, mais ça suppose qu'on repense, on étende la notion de société, et y compris, ce sont les alliances terrestres, y compris faire société, c'est habiter des milieux de vie. Dans des milieux de vie, il n'y a pas que des humains, et c'est habiter des milieux de vie. Je ne parle pas d'écosystèmes, des milieux de vie dans lesquels on travaille, on vit. On tire des ressources, etc., etc. Donc, c'est comment on habite des milieux de vie. Mais pour moi, c'est ça, faire société aussi. Et là, c'est la prise en compte de données qui ne sont pas de l'ordre uniquement social, mais aussi historique, géographique, géologique. Le milieu de vie dans lequel on habite, il est situé géologiquement, il est situé géographiquement, historiquement, politiquement. Bon, c'est tout ça. Et je trouve que la collection, justement, par l'éventail qu'il y a d'autrices et d'auteurs qui viennent de différentes disciplines, finalement, permet ce mixage, disons, qui permet de penser des milieux de vie et pas seulement des sociétés au sens abstrait du terme. Comme on est dans un festival d'histoire, j'aurais aussi envie de dire que, puisque je suis historien, puisque le premier livre a été fait avec Jean-Baptiste, il y a aussi une sorte de dominante ou de direction historienne dans la collection, à la différence peut-être d'autres endroits où ça va être plus la philosophie qui est centrale, etc., même si on a fait pas mal de livres en lien avec la philosophie. Et il me semble que le fait de vouloir mettre la réflexion historienne au service des pensées écolo a permis d'apporter un certain nombre de choses qui répondent à un certain nombre de questions. Une des premières, c'est qu'il y a 4-5 bouquins plutôt historiens qui sont sortis dans la collection, dont plusieurs qui analysaient les liens entre crise écologique et dynamique du capitalisme et de la colonisation. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Vivre à l'ombre des fumées toxiques », si je me souviens bien, ou je me trompe dans le titre parce qu'il Vivre et lutter dans un monde toxique, parce qu'il y a eu plusieurs projets de titres, de Renaud Bécaud et Gwenaëlle Le Naour, sur les luttes de travailleurs et de riverains, mais il y a pas mal de choses sur les travailleurs dans les territoires pétroliers, autour des raffineries, autour de etc., sur des problèmes de santé au travail, de corps abîmés, de voilà, comment on lutte dans des territoires qui ont été complètement transformés par l'industrie pétrolière. Et puis, je pense aussi à une troisième chose sur laquelle on a pas mal martelé avec Jean-Baptiste depuis des années, c'est de sortir du récit de la crise écolo comme étant
une découverte, une prise de conscience. Voilà. Avant, on savait pas, on a abîmé la planète, mais à l'époque, on n'avait que des consciences des petits problèmes locaux, et puis c'est seulement depuis les satellites, depuis le GIEC, depuis les sciences du système Terre, que depuis même pas 10, 15, 20, 30 ans, on aurait maintenant pris conscience des dérèglements planétaires. Avant, on abîmait la planète sans faire exprès, etc. Et ce récit-là, un peu à la Nicolas Hulot ou à la certains scientifiques qui nous le servent en permanence, est profondément dépolitisant, parce que ça donne l'impression, d'une part, avant, les sociétés, elles étaient un peu nulles quand même, elles étaient aveugles, elles voyaient pas ce qu'elles faisaient, etc. Donc super, nous on est déjà meilleurs que les générations du passé, donc on a déjà fait un premier pas, on est déjà sur le bon côté du manche, on est en train d'avancer, on est déjà en marche vers la transition, quand bien même on n'aurait encore rien fait. La transition n'a pas commencé. Quelque part, le fait qu'on sait et qu'avant ils ne savaient pas est déjà un point de cocorico super, etc. Et donc c'est extrêmement problématique ce récit de ce point de vue-là, parce que ça nous anesthésie par rapport à ce qu'on a vraiment à faire. Et d'autre part, ça donne l'impression que la bifurcation écologique, c'est une question cognitive, c'est une question de connaissance. Donner un petit peu de connaissance à Carole Delga et à Patrick Pouyanné, et ils vont être super écolo. Non, c'est pas ça. En fait, ça fait des décennies et des siècles que les sociétés industrielles se posent la question de ce qu'elles font à leur milieu, qu'il y a des gens qui sont rentrés en dissidence par rapport à des pratiques destructrices industrielles, qu'il y a des alertes scientifiques, et que c'est finalement malgré ces alertes, malgré ces mobilisations, malgré ces dissidences, qu'on a continué dans un certain modèle de développement. Et du coup, c'est plus la question de la découverte, la prise de conscience, etc., qui devient centrale dans les réflexions, dans la pensée écolo. C'est la question des luttes et des rapports de force, de pourquoi on a perdu depuis 50 ans ou depuis 2 siècles, et comment on peut faire pour ne plus continuer à perdre avec des nouvelles promesses. Voilà. Et donc, il me semble, de ce point de vue-là, il y a une sorte d'apport spécifique des travaux de l'histoire environnementale pour essayer de déniaiser, entre guillemets, la situation des luttes écolo, voilà, pour pas être sous la dépendance d'une idée que tout est une question de prise de conscience, quoi, qui permet aussi d'individualiser les choses. Hein, c'est chacun qui doit prendre conscience, etc. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes et 2 questions. Peut-être qu'elles peuvent être posées l'une après l'autre et que vous y répondez brièvement après, si ça vous va. Bonjour. Donc, vous avez parlé du social, des luttes, du faire ensemble, du territoire, du local. Moi, je pensais aussi aux politiques publiques. Les politiques publiques qui réfléchissent en termes de chiffres, en termes de politique économique, qui se basent sur des mathématiques et qui sont bien loin de préoccupations locales, territoriales. Enfin, je pense à la 69 où en fait on parle de territoire de lutte et de vie et de terres agricoles, et en fait à l'échelle nationale ça perd en importance au nom enfin voilà, ma question très brève, c'est on a parlé de capitalisme, mais en fait il y a eu le rapport Meadows en 1970 autour des années 70 qui a montré mathématiquement que si on continuait dans une croissance exponentielle on épuiserait les ressources, mais en fait est-ce qu'on ne devrait pas remettre en question du coup cette manière parce qu'il y a les luttes, il y a le social, mais il y a aussi des politiques, des gouvernements qui continuent à réfléchir en termes de chiffres et de conjoncture économique, donc bien loin, enfin hors sol en fait, c'est ça que je voulais dire, hors sol. Juste une remarque. Moi, je crois que ce serait intéressant aussi de faire un retour sur 40 à 50 ans d'environnement. Parce que moi, qui ai toujours travaillé dans ce milieu, je suis frappé de voir que dans les années 70, quand même, on était confiant dans des progrès qu'on pouvait faire en matière d'environnement, que ce soit en matière de qualité des eaux, en matière d'espace naturel, de lutte contre l'amiante, de lutte contre le plomb. Et j'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui plutôt dans une phase de régression. Alors c'est pour ça que je suis un peu frappé d'entendre que vous trouvez certains que écologie sociale et écologie naturelle se rapprochent. Moi, quand je regarde
l'évolution du climat, visiblement le technosolutionnisme va être la solution que nous allons prendre plutôt que de lutter vraiment contre le climat. Et quand je prends la crise agricole récente, qui c'est qui a gagné? C'est quand même l'agriculture productiviste. Il faut bien quand même avoir conscience de ce qui se passe. Donc notre incapacité de convaincre la société que les enjeux environnementaux sont importants et qu'il y a des solutions autres que courir derrière les technologies, on n'y arrive pas. Donc j'aimerais savoir un peu quand même ce que vous en pensez. Moi, je ne vous fais pas de mon expérience. Hein. Non, mais on n'a pas dit qu'on était en train de gagner la bataille. Hein. On a plutôt dit qu'on est sur un fond assez morose et inquiétant. Il y avait des ébullitions intellectuelles et des luttes. On n'a pas dit plus. Hein. Oui, en effet, là, c'est important de rappeler ça. On se situait sur le plan de la vie des idées. Sur le plan de la vie des idées, il y a des choses intéressantes et stimulantes, mais comme Jean-Baptiste l'a rappelé, la réalité, quand on va dans quand on participe, même quand on participe à des luttes, on se rend compte parfois en discutant avec certaines personnes qui ont pourtant des attitudes, des pratiques, des actes géniaux, à quel point ils sont loin intellectuellement de voir la profondeur des problèmes sur tel aspect ou sur tel aspect, etc. À quel point la bataille des idées, on l'a perdu. En tous les cas, la bataille des consciences, la bataille des consciences, on l'a pas gagnée. Mais néanmoins, il y a des choses quand même qui avancent. Et par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, voilà un des éléments centraux. Christophe en a parlé un petit peu là des évolutions, c'est que après une période où il y a eu une écologie qui était, qui regardait la planète vue d'en haut, pour reprendre un titre de la collection, il y a vraiment cette intention de sortir de cette écologie hors sol, de cette écologie vue depuis la station Mir ou depuis les satellites dans le ciel, et de repartir par en bas, à partir des questions de subsistance, etc. Il y a de plus en plus l'idée au sein des luttes et des mouvements écologistes aujourd'hui que c'est qu'on ne réussira, que le changement il ne pourra pas venir par en haut, en tous les cas qu'il faut aussi qu'il vienne par en bas, on aura du mal à renverser la vapeur, à changer la trajectoire dans laquelle on est prise, sans qu'il y ait une multiplication de reprises en main très concrètes, très locales de notre subsistance, de nos productions, de nos ressources, nos manières de nous chauffer, de nous nourrir, de nous loger, etc. Et qu'il y a quand même ça qui va dans le sens de ce que de la question que vous posez, un petit peu sur le fait d'arrêter de penser l'écologie à partir de chiffres et de manière géostationnaire, et de regarder les choses depuis une perspective plus terrestre, depuis la perspective des milieux de vie ou depuis les questions de subsistance. Sur l'eau, rapidement, pour essayer de tenter une réponse, c'est que dans les années 70, ce dont vous discutiez, on se préoccupait de savoir si l'eau était saine, si l'eau, nanana, c'était des questions environnementalistes. Le sujet n'est plus là. Le sujet n'est plus là. Aujourd'hui, c'est l'accaparement de l'eau. Hein, et là, je pense qu'il y a une prise de conscience, moi. Excusez-moi, je joue voilà, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. Quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, autour des bassines, ce qui est contre-intuitif, parce que beaucoup de gens au départ disaient bah oui, c'est une bonne idée, on retient l'eau quand elle tombe, on la garde et ensuite on arrose le maïs, etc. Ça paraissait assez bon. Et comment ça s'est démonté cette histoire-là quand même? Aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience sur la question de l'eau, parce que c'est un élément avec lequel on vit. On côtoie la question de l'eau, on vit avec. C'est plus simplement question des mesures de la qualité de l'eau, blabla, etc. Hein, et ça, il y a une prise de conscience. Bon, donc je peux pas, qui est très forte. Alors, ça veut dire la bataille n'est pas gagnée. Sur les bassines, c'est pas mal quand même. Hein. Il y en a quand même une quinzaine qui sont supprimées du paysage, d'autres qui vont l'être aussi. C'est pas si mal.
Il y a un projet de bassine dans le milieu de la France, dans le centre de la France. C'est un projet. Il y avait 6 000 personnes ou 8 000 personnes dimanche dernier pour lui dire non, on n'en veut pas, avec des hydrologues, là aussi, il y a une sorte de composition du mouvement, des paysans, des hydrologues, des paysannes, des citoyens, etc. Donc moi, je pense quand même qu'on ne peut pas dire qu'on est dans le recul sur tout. Alors que la partie soit difficile, dans une confrontation, ce qui n'était pas le cas des années 70 sur les questions écologiques, qui était très peu sociale, d'ailleurs très peu posée de manière sociale. On parle d'André Gortz, mais c'était vraiment pas toujours posé de manière sociale. Là, précisément, la question de l'eau, c'est une question qui renvoie à la fois à une question écologique, à une question sociale et à une question politique et stratégique. Donc là, il y a cette coagulation, disons. Donc, parce que sinon, là, c'est quand même des milliers de personnes aujourd'hui et des centaines de milliers qui se mobilisent, qui lisent, qui se documentent, qui sont mobilisés sur des terrains. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire simplement ça ne compte pas par rapport aux années 70. Ou, non, pas toi. Non, mais là, j'entends quand même une musique. Bon, je crois que là, il faut sinon, on va sortir d'ici totalement désespéré. Non, voilà, j'ai oublié de dire qu'on a changé de nom, on s'appelle Écocène. Ça renvoie au fil de terrestrialiser l'écologie. C'est-à-dire en cours de route, pour le 2e décennie de la collection, on a laissé tomber sur le côté de la route un terme qui était un peu trop technocratique, un peu trop indifférencié sur l'humanité qui serait responsable de la crise. Et puis on a pris un terme qui s'appelle écocène, qui n'est pas très porté par la communauté scientifique. Du coup, on n'a pas besoin d'une caution académique pour dire ça. C'est en gros un âge des relations équilibrées entre les vivants, un âge de l'écologie, c'est ça que ça veut dire, mais voilà, c'était juste pour se délester du vieux terme un peu trop scientifique de anthropocène. Mais à part le nom, il n'y a rien qui change dans la collection. Le prochain bouquin à l'automne, ça sera le 2e livre de Malcolm Ferdinand, et ça sera centré sur le scandale du chlordécone, et puis la suite en 2025. Un grand merci à vous, à Christophe, Célia, Geneviève, Jean-Baptiste et Aurélien. Moi, en tant qu'antiquisante, je suis très contente. Écocène, le éco, c'est oikos. Et oikos, c'est la maison, la maisonnée, c'est le lieu où l'on vit. Et en fait, quand on parlait de terrestre, d'atterrir, etc., je pense que c'est vraiment important, ces réflexions sur la subsistance, l'autonomie. Donc merci à vous. Si vous voulez encore entendre parler transition, c'est ici à 14h30 avec Geneviève et Jean-Baptiste. Si vous voulez encore entendre parler de l'inaction climatique, c'est demain au Muséum à 11h avec Christophe. Une histoire de notre défaite climatique. 11h au Muséum. Et puis, il y a plein d'autres rencontres, évidemment, auxquelles vous pouvez assister. Merci encore. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir, qui se tenait du 22 au 26 mai 2024. Réalisé et mise en onde par Radio Radio.